profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le calme avant la tempête. Je n'ai jamais vu l'océan avant l'âge de 19 ans, et si je le revois un jour, ce sera trop tôt. J'étais un enfant, sortant du train fraîchement arrivé d'Amarillo à San Diego et toute sa gloire. La vue de tout cela, de toute cette eau et de la puissance aveugle et écrasante du ressac, me remplissait d'effroi. J'avais déjà vu de l'eau, des lacs bien grands, mais cela n'avait rien à voir. Je ne pense pas pouvoir décrire ce que j'ai ressenti cette première fois, et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que cela m'intéresse. Vous pouvez imaginer dans quel état j'étais lorsque, quelques semaines plus tard, on m'a donné un fusil et on m'a mis sur un bateau. Lorsque j'ai cessé de vomir tout ce que je mangeais, j'ai décidé que je ne me tuerais peut-être pas après tout. Ne pouvant pas voir la terre et ce chaotique et incessant balancement des vagues, je me souviens avoir pensé que la guerre devait être une étape supérieure à celle-ci. Les enfants peuvent être tellement stupides. J'ai eu un tel sentiment de joie lorsque j'ai vu l'île et ses rives solides. Ils nous ont transférés sur un plus petit bateau au milieu de la nuit. Juste notre petite compagnie avec nos sacs à dos et nos fusils sans un mot. Nous nous sommes jetés à l'eau, juste parce qu'ils nous l'ont demandé. Les lieutenants nous ont rassemblés dans nos sections sur les ponts et nous ont informé que l'île avait été perdue. C'est exactement ce qu'il a dit. D'une manière ou d'une autre, dans le grand plan pour le Pacifique, ce petit bout de terre, récemment découvert et non cartographié, s'était perdu dans la mêlée. Il suffisait d'une erreur d'écriture singulièrement parfaite. Il était extrêmement improbable, soulignait-il, que les Japonais aient mis la main dessus, étant donné que l'île se trouvait si loin à l'est et au sud de leur frontière actuelle. Mais un survol récent avait signalé ce qui ressemblait à un aérodrome sur le plateau central. Nous avons atteint la plage au milieu de la nuit. J'avais déjà entendu parler d'atterrissage et je n'ai pas honte de le dire, j'ai eu une peur bleue. Je ne sais vraiment pas à quoi je m'attendais, mais ce n'est pas ce que nous avons eu. Ce silence épais et lourd. Derrière le clapotis des vagues et le vent dans les arbres, il n'y avait rien. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, juste un silence de mort. Une centaine de mètres plus loin, dans la tranquillité inquiétante de la jungle, nous nous sommes arrêtés dans une petite clairière pour que les officiers se réunissent à nouveau. Et il était évident que même eux étaient effrayés. Je n'étais pas très intelligent, mais j'en avais assez pour savoir que quelque chose n'allait pas du tout. C'était comme si toute l'île était morte. Je me souviens que je ne sentais que l'odeur de la mer, malgré les fleurs rouges qui pendaient aux arbres. Ce n'était pas un aérodrome au sommet du plateau. Je ne peux pas vous dire ce que c'était, parce que je n'ai jamais rien vu de tel, et je pense que personne ne le verra jamais. Si je vous disais que c'était comme les pyramides aztèques, mais à l'envers, de sorte qu'elles s'enfonçaient comme des marches géantes dans la terre, vous en auriez eu l'idée de base, mais cela ne rend pas compte du caractère profondément nouveau de la structure. Il n'y avait aucune trace de pièce individuelle dans la maçonnerie. Elle semblait avoir été taillée dans un seul et immense bloc de roche noire de forme géométrique et nette. Elle était lisse, et parfaitement lisse comme de l'obsidienne, mais elle n'avait absolument aucun éclat. La structure engloutissait même la lumière de la lune, si bien qu'il était impossible de voir à quelle profondeur elle s'enfonçait, ou même de concentrer ses yeux sur une partie quelconque, comme s'il s'agissait d'un gigantesque angle mort. Notre section a eu l'honneur d'étudier les niveaux inférieurs, et nous avons donc descendu les escaliers alors que le reste de la compagnie encerclait le plateau. Nous avons emprunté les escaliers lentement et avec précaution, après que le premier homme à avoir touché l'une des arêtes à angle noir se soit tranché les mains jusqu'à l'os. À intervalles irréguliers, il y avait plusieurs petites pièces de pierre, des cubes de pierre simples, vides et creux, avec une seule ouverture, faisant face à la fosse au centre. Il n'y avait pas de porte que nous pouvions voir, et comme l'ouverture se trouvait à 1,50 m du sol, il fallait mettre les mains sur le bord noir et tranchant du rasoir pour y grimper.
Nous avons fait le tour des étages inférieurs, éclairant chacune des petites structures avec nos lampes. Elles contenaient les mêmes murs noirs sans caractéristiques et rien d'autre. Pas de poussière, pas de feuilles ni d'autres détritus de la jungle. Tout le monument était immaculé, comme si l'endroit venait d'être construit, mais ce n'était tout simplement pas possible. L'ensemble de la structure me paraissait incalculablement ancienne, sans que je puisse en exprimer les raisons particulières. Près du fond, on pouvait voir qu'elle s'inclinait simplement dans une obscurité qui engloutissait les lampes de poche. Nous avons jeté un bouton, puis une douille dans la fosse, et nous avons attendu dans un silence étrange, mais aucun son n'est revenu. Personne ne parla. Nous nous détournâmes simplement de l'abîme géant et continuâmes notre balayage de l'échelon inférieur et des dernières petites structures. Le corps, dans le coin arrière, était presque invisible au début dans les ombres épaisses, mais la longue traînée de sang séchant reflétait la lumière de nos lampes de poche, et cela menait directement à lui. Il était enroulé sur lui-même, les bras autour des cuisses et le visage enfoncé dans les genoux. On pouvait voir qu'il était gravement coupé, que ses vêtements s'ouvraient en lambeaux sanglants pour révéler la peau pâle et les os qui les recouvraient. Il portait peut-être un uniforme japonais, mais il avait été réduit en ruban. Je n'ai eu que quelques secondes pour le regarder avant d'entendre les premiers coups de feu. Les coups de feu ont résonné comme le bourdonnement d'insectes lointains dans la jungle immobile, avalés presque instantanément par la couverture du silence. Lorsque nous avons atteint le sommet, le reste de la compagnie avait entièrement disparu. Il y avait des douilles sur le sol et l'odeur chaude de la poudre dans l'air, mais ils avaient disparu. Les arbres étaient d'un calme mortel. Il n'y avait pas la moindre trace des quelques 50 autres hommes qui avaient débarqué avec nous. Je sentais la bile monter dans ma gorge alors que la panique menaçait de me paralyser. Je me sentais écrasé entre le gouffre béant et les bords tranchants d'un côté, et la jungle morte et l'océan battant de l'autre. Le silence résonnait dans mes oreilles et je luttais pour me calmer. Ils étaient juste à l'intérieur de la jungle et nous attendaient. Ils sont sortis d'entre les arbres avec le bruit d'un papillon de nuit, se glissant simplement dans notre champ de vision. Je peux essayer de vous raconter ce que j'ai vu, comme je l'ai fait au médecin militaire sur le navire hôpital lorsque je me suis réveillé, et à une demi-douzaine d'autres officiers au cours des mois suivants. Et vous aurez peut-être la même réaction que j'étais un idiot de la campagne souffrant d'une insolation, d'une exposition ou d'un traumatisme, ou que j'étais fou tout simplement. Mais vous l'avez compris, vous savez que je ne suis pas fou, et je me souviens de chaque seconde de cette nuit avec une clarté cristalline. La première qui a attiré mon attention, portait la peau d'un soldat japonais, toute tachetée, le ventre distendu par la pourriture. La tête tombée, inutile et obscène sur les épaules, la langue gonflée et les yeux troubles. Je pouvais voir où elle se désagrégeait aux articulations mal définies, avec des trous déchiquetés dans la chair qui se desséchaient. Au fond de chacune de ces fosses brutes, il y avait une noirceur plus profonde que les pierres des bâtiments. Une noirceur qui semblait s'agiter et écumer comme un nuage en colère. La chose bougea brusquement, la tête claqua et roula en arrière, tandis qu'elle s'élançait vers nous. J'avais mon fusil serré dans les mains, mais il ne me vint pas à l'esprit de tirer. Tout ce que j'ai pu faire, c'est contempler en silence le spectacle macabre qui s'offrait à nous, et penser absurdement aux marionnettes de ma mère. Un coup de feu retentit à côté de moi, et je me retournai pour voir une douzaine d'autres horreurs se précipiter silencieusement sur nous. Parmi elles, il y avait encore quelques formes pourries et gonflées, mais la plupart portaient les mêmes uniformes que nous, et étaient pâles, frais et trempés de sang. D'autres ballons fusaient dans l'air, et j'ai vu les choses macabres frapper encore et encore, mais elles n'ont jamais ralenti. J'ai aperçu les yeux vides et vitreux du sergent-chef, dont la tête pendait mollement de ses épaules. J'ai vu la grande blessure déchiquetée dans son dos et les ténèbres frissonnantes qui habitaient son cadavre lorsqu'il a sauté juste à côté de moi sans un bruit, atterrissant comme un gracieux prédateur sur le soldat à côté de moi. Les autres autour de moi ont commencé à tomber dans une danse silencieuse d'énergie cinétique et de mouvements flous. Moi, j'étais dans l'équipe d'athlétisme au lycée, et cela aurait pu me permettre d'aller à l'université.
Je n'avais pas besoin d'invitation, j'ai simplement couru. J'ai couru à l'aveugle dans la jungle en frôlant les troncs d'arbres. J'ai couru jusqu'à ce que j'aperçoive l'océan, qui a fait résonner en moi une nouvelle note de terreur. Je ne me souviens pas avoir décidé de nager, mais lorsque je me suis retourné vers la limite des arbres, j'ai vu l'une de ces choses blanches et sanglantes émerger, courant à quatre pattes, les mains écartées et le dos contorsionné et fissuré dans un angle impossible. Aujourd'hui encore, la simple pensée de l'océan me donne des sueurs froides. Mais cette nuit-là, je l'ai laissé m'étreindre. J'ai laissé la marée m'entraîner vers le large, ne serait-ce que pour me soulager momentanément de l'impossible monolithe et des terreurs de l'île. Les jours que j'ai passés à dériver au large et à brûler au soleil ont été une libération bienvenue de l'île silencieuse. Je n'ai jamais vu la guerre. Ils m'ont renvoyé chez moi dès que je me suis rétabli. C'était réconfortant d'une certaine manière quand je pensais que personne ne me croyait. Cela me permettait de croire que cela n'était jamais arrivé, que c'était le fruit de mon imagination. Mais en vieillissant, j'ai découvert qu'il était inutile de mentir à qui que ce soit, surtout à soi-même. Je sais ce que j'ai vu. Et vous savez, quelqu'un d'autre m'a cru aussi. Et en plus, plus tard, j'ai vu des cartes de l'endroit où ils ont testé les bombes à hydrogène dans le Pacifique Sud. Cette creepypasta est terrifiante parce qu'elle mêle habilement l'horreur cosmique à la guerre, en plongeant l'auditeur dans un cauchemar surnaturel où l'inconnu absolu domine. L'atmosphère est pesante, étrange dès le début, avec une île oubliée, une structure impossible qui dévore la lumière, des créatures mortes, mais animées par une obscurité vivante, et une sensation de silence total qui écrase toute logique. L'histoire glace le sang car elle suggère que quelque chose d'ancien, d'incompréhensible et de monstrueux échappe au contrôle humain, et qu'on a préféré effacer toute trace de cette horreur à coups de bombes nucléaires.